la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on va savoir dans quelle ville et quand les matchs vont se disputer. C'est une étape fondamentale vers la Coupe du Monde et avec nous évidemment aujourd'hui Claude Hatché, le directeur général de France 2023. Bonjour Claude. Avec nous également l'ambassadeur de France 2023, Sébastien Chabal. Bonjour Seb, merci d'être avec nous. On rappelle que les 20 meilleures équipes au monde seront en France pour cet événement exceptionnel. Alors où, quand, quel sera le match d'ouverture? On va le découvrir ensemble dans quelques instants. Mais avant cela, Claude, il y a une annonce importante parce que la durée de la Coupe du Monde a été rallongée. Exact. En collaboration avec Rugby World Cup et l'association des joueurs professionnels, nous avons décidé d'allonger le calendrier de la Coupe du Monde de rugby d'une semaine, nous y reviendrons un peu plus tard, et d'augmenter le nombre de joueurs par équipe de 31 à 33. Une annonce importante. On va avoir les détails avec Alan Gilpin. Alan Gilpin qui est le directeur général de World Rugby, qui va être en ligne avec nous d'ici une poignée de secondes. Hi Alan. Salut Astrid. Thank you for being with us. Vous pouvez nous donner plus de précision pourquoi la Coupe du Monde a été rallongée d'une semaine? Yeah, of course, and you know, this is a really important kind of landmark decision for us. You know, in conjunction with Claude and our partners and friends at France 2023, and very much with our partnership with international rugby players. This, you know, with player welfare being rugby's top priority, this is a decision with players at heart. A decision around eliminating some of the short turnaround periods we've had in previous Rugby World Cups, trying to make sure we give players and teams the best opportunity to prepare between matches. So we've taken a decision to ensure that the match schedule includes a minimum of 5 days rest period for all teams between all of their matches. Et les grands vainqueurs de tout ça, effectivement, ce sont les joueurs. Exactly. And, you know, brilliant news for the players. Hopefully they're the big beneficiaries of this, but actually we think this is also a really important decision for the fans. You know, the better prepared the teams and players are, the more competitive and the more exciting all those matches will be. We'll see more entertaining rugby, we think, as a result of this decision. It's definitely the right thing to do for Rugby World Cup, and therefore it's the right thing to do for our sport. Thank you very much, Alan, for all these details. Thank you for being with us. Claude, une réaction, effectivement, après toutes ces précisions d'Alan Gilpin. C'est une annonce importante et c'est totalement inédit. Oui, je crois que c'est une première dans l'histoire des événements sportifs où on voit un comité d'organisation en relation avec la Fédération internationale décider d'augmenter ses dépenses d'organisation pour protéger la santé des joueurs. C'est fondamental, Sébastien, la protection des joueurs pour la Coupe du Monde. Oui, c'est fondamental. On voit que le rugby a beaucoup évolué ces dernières années. On voit qu'il y a une vraie préoccupation autour de l'intégrité et de la santé des joueurs. Il y a un point important aussi, c'est que le squad passe de 31 à 33 joueurs. Ça aussi, c'est bien pour l'intégrité des joueurs pendant la compétition, mais on voyait souvent que pendant la compétition, il y avait des blessures, et des joueurs, des nations étaient obligées de rappeler des joueurs. Donc là, d'arriver avec un squad plus important est aussi une très très bonne chose. On est là ensemble aujourd'hui pour dévoiler le calendrier de la Coupe du Monde. Vous en êtes fier, Claude, de ce calendrier? Ouais, c'est vrai que j'en suis très fier parce que c'est un travail de longue haleine. Vous savez, c'est comme un Rubik's Cube parce que dès que vous bougez une équipe d'une journée par rapport au nombre justement de matchs de repos, c'est un exercice assez complexe mais très enrichissant. C'est la promesse d'une grande fête. C'est la promesse d'une grande fête. Alors en plus, le fait d'allonger d'une semaine, on va faire la fête une semaine de plus. Donc c'est aussi la promesse pour les étrangers, pour les 600 000 étrangers qui vont venir en France, de pouvoir profiter au maximum du savoir-vivre à la française. Alors justement, on ne va pas attendre davantage. La pression monte avant de savoir quelle ville va accueillir quelle équipe, quel match. On va commencer tout de suite avec les villes de Toulouse, Nice et Marseille.
is just beautiful rugby. On va revenir sur le premier gros week-end à Marseille avec 2 super affiches. Ouais, on a voulu lancer la compétition à Marseille, qui est une ville d'accueil des grands événements sportifs, avec un succès formidable en 2007, avec un énorme week-end. Je crois que c'est peut-être dans la phase des matchs de poule le plus gros week-end des matchs de poule, avec un Angleterre-Argentine qui va déjà être déterminant pour la première place de la poule D, et un Écosse-Afrique du Sud le lendemain. Donc dans le même week-end, les amateurs de rugby vont pouvoir profiter de 2 matchs exceptionnels. Avec les Sud-Africains, les champions du monde en titre, qui vont donc être au milieu du Vélodrome, de ce public passionnant et bouillonnant. Ouais, ce public de supporters, voilà, on pourrait imaginer que le Vélodrome c'est le foot, mais non, c'est tous les sports. Pour y avoir joué avec l'équipe de France, c'est assez incroyable. Et l'Afrique du Sud, alors championne du monde en titre, mais championne du monde en 2007. On se rappelle de ce match quand même, Afrique du Sud-Fidji. Un match incroyable où l'Afrique du Sud mène très largement, se fait remonter, se fait passer devant par les Fidji, et sur la fin ils arrivent à remporter ce match. C'était assez dingue. Donc ouais, je pense qu'ils vont avoir un peu de pression, les Sudaf, dans ce Vélodrome qui leur a procuré quelques frissons. Ouais. Et Marseille, c'est la ville cosmopolite par excellence, riche de sa diversité, d'accueillir les Springboks, la nation arc-en-ciel. C'est un joli clin d'œil. Ah, c'est un beau clin d'œil parce que effectivement c'est une ville cosmopolite, et le fait qu'on puisse y accueillir la nation arc-en-ciel avec un capitaine noir pour la première fois dans l'histoire, c'est un beau signe, un beau clin d'œil, et j'espère que ça portera bonheur aussi aux Sud-Africains. Parce que, comme disait Sébastien, ils y ont connu quelques sueurs froides. Marseille, ville de passionnés, bien évidemment, qui va à un appel. Ah. C'est Cheslin Colby qui nous appelle. Hey, Cheslin! Thank you for being with us. Hello, Astrid. Thank you for having me. Thank you for calling us. That's very kind of you. Alors, les Springboks, vous n'avez pas joué ensemble réellement depuis la finale de la Coupe du Monde au Japon. J'imagine que vous avez hâte de retrouver vos coéquipiers. Yeah, it's been very difficult not playing any international rugby since the final in Japan. I think the times we're living in now it's very difficult and complicated for all of us. And I just really hope that us as the Springboks and South Africa, we can get back on the field as soon as possible, and obviously just enjoy this game so much that we all love and play for. So yeah, really looking forward to the Springboks getting back onto the field and competing against so many good countries out there, especially the French boys that are obviously playing some good rugby as well. So yeah, we're definitely looking forward to that. Cheslin, vous qui vivez ici en France, vous allez être le guide tout trouvé pour faire découvrir la France à vos coéquipiers. Yeah, I'm definitely looking forward to that. Hopefully I will be part of the 2023 World Cup team, but I will definitely be the tour guide for the Springbok boys. Show them all over in France a bit that I've experienced, but I'll definitely bring them to the south of France for them to experience the winelands, have some red wine, definitely also let them taste some foie gras and some good bread and wine. Yes, so I'm looking forward to actually having them over and just let them experience the culture of France and just
how amazing it is and the way I've embraced it, and I'm sure they will embrace it just as much and enjoy it just as much as I am. So yeah, I'm looking forward to that, for them to see the special things within France. So amazing. You'll be a very good guy. Thank you very much, Cheslin, for being with us. La dernière finale, les Springboks sont donc champions du monde, mais on se rappelle bien évidemment des Anglais. Les Anglais qui vont jouer à Nice, le 15 de la Rose, sur la promenade des Anglais. C'est aussi un joli clin d'œil. Ouais, c'est un joli clin d'œil. Alors, les Anglais seront là, seront présents. En ce moment, on les voit un peu balbutier leur rugby, ils se posent des questions. Il y a pas mal de monde qui leur tombe dessus dans leur propre pays parce que c'est une nation qui est exigeante. Donc, ça va être intéressant de voir ces Anglais lors de ce premier match. Et puis Toulouse, bien sûr, qui va accueillir les meilleurs joueurs de la planète. On sait que du côté des All Blacks, Beauden Barrett, Simon Whitelock ou encore Brodie Retallick ont signé jusqu'en 2023. Donc ils seront bien là. C'est l'assurance de voir du très grand spectacle à Toulouse. Ouais, mais on connaît la fédération néo-zélandaise. Voilà, elle sécurise ses meilleurs joueurs, ses meilleurs talents. Donc c'est fait. Ils vont pouvoir se préparer sereinement pour arriver à 2023. Mais c'est intéressant de voir ces trois équipes dans la ville du rugby française. Voilà, parce que les Fidji, on n'en parle pas, mais enfin, il faut en parler. C'est incroyable. Le Japon est une équipe qui est juste dingue. Donc voilà, les Toulousains sont chanceux d'avoir ces trois nations qui vont fouler leur pelouse. C'est dingue. Avec certains des meilleurs joueurs de la planète. Claude, il y a aussi un lien très fort entre l'Occitanie et le Japon qui va jouer des matchs. Oui, puisque pas mal d'industries aéronautiques, notamment installées dans la région toulousaine, sont des clients, des fournisseurs, des partenaires d'entreprises japonaises. Et la région Occitanie a noué depuis longtemps des liens avec le Japon. C'était un désir de la région d'accueillir les Japonais, donc on y a accédé avec plaisir, surtout que, comme disait Sébastien, c'est trois équipes qui vont ravir les supporters du rugby. On connaît Toulouse, capitale du rugby, la région Occitanie qui est la capitale de la culture au rugby en France. Trois équipes spectaculaires. Un beau cadeau aux Toulousains, ce sont les Blacks, parce que c'est vrai qu'il a fallu un peu se creuser la tête pour les faire jouer à Toulouse, mais on s'y était engagé et je pense que c'est un programme formidable à Toulouse. Allez, la suite des informations tant attendues, la suite du calendrier. Quelles équipes vont jouer à Bordeaux, Nantes et Lille?
revenir sur certaines des affiches et certaines des villes. On commence par Lille. Claude, Lille qui va accueillir 2 nations britanniques. Ben oui, parce que là aussi, la proximité géographique, la facilité de déplacement des supporters anglais, voire écossais à Lille, va donner à la ville une possibilité d'optimiser l'impact touristique de la Coupe du Monde de rugby. On sait que la région de Lille, la Belgique maintenant, et même la Hollande sont friands de rugby, donc on est ravis de pouvoir proposer ces affiches-là à Lille. Du côté de Nantes, l'Argentine et l'Irlande vont jouer dans cette ville. 2 sacrées équipes aussi. Hein. Ouais, mais de toute façon, on peut parler de toutes les équipes et tous les matchs. Cette Coupe du Monde va être incroyable, les nations vont être incroyables. Ces 2 équipes sont des équipes qui ont l'ambition d'arriver dans le dernier carré final. Alors l'Argentine l'a déjà fait, pour les Irlandais, voilà, c'est vraiment, je pense que ça va être un vrai objectif. Donc oui, ça va être fou. Les équipes vont être prêtes, les équipes vont se donner à fond. Voilà, j'ai des frissons quand j'en parle, d'imaginer ces moments et avec des équipes qui sont juste présentes au bon moment, enfin notamment les Argentins pendant les périodes de Coupe du Monde aujourd'hui, voilà, avec l'expérience et ces joueurs de talent qu'ils ont, vont être redoutables. Et les pays celtiques dans l'ouest, au bord de l'Atlantique, c'est pas anodin. Là aussi, un petit clin d'œil à la culture celte qui est chère à nos amis bretons et grands bretons. Et le Pays de Galles jouera aussi à Nantes. Donc, ils en avaient très envie d'accueillir à nouveau le Pays de Galles. Ils l'avaient accueilli en 2007. Ça avait été formidable. L'ambiance entre les spectateurs nantais et bretons ainsi que les Gallois avait été fabuleuse. Donc, on renouvelle l'expérience en donnant l'occasion à Nantes d'accueillir les plus belles équipes celtes. Un petit peu plus au sud, à Bordeaux, il y a une affiche Galles-Fidji, sacrée affiche, notamment celle de 2007. Pour certains, c'est un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Beaucoup ont dit que c'était peut-être le plus beau match de la première décennie des années 2000. C'est certainement vrai, un match qui finit à 38-34, il me semble, un match à 9 essais, un match où les Fidjiens ne jouent pas comme des Fidjiens, gardent de la maîtrise sur le match, sont sérieux, sont appliqués. C'était fou. Alors les Irlandais aussi qui seront à Bordeaux, ils ont laissé un très bon souvenir, les supporters irlandais, après la Coupe du Monde 2007 et après l'Euro 2016. Ah oui, je crois qu'ils sont un peu chez eux à Bordeaux, les Irlandais, et puis ils viennent nombreux, ils y passent du temps, ils aiment bien le vin de Bordeaux, bien évidemment, et la bonne cuisine française. Donc là aussi, la ville de Bordeaux, la région, ils sont ravis d'accueillir à nouveau les Irlandais. Et je pense que les Irlandais, quand ils vont découvrir le calendrier, seront ravis de passer quelques jours à Bordeaux. Allez, dernière ligne droite, dernières annonces de ce calendrier. Au fait, on ne connaît toujours pas le match d'ouverture de la Coupe du Monde.
va revenir sur la finale. Mais d'abord, on s'arrête sur Saint-Étienne. Les Australiens, double champions du monde, vont jouer 2 fois à Saint-Étienne. L'Australie, c'est une équipe en pleine reconstruction. Ouais, c'est une équipe qui a encore des vieux soldats, voilà, des garants de cette identité, de ce jeu australien. Mais comme vous l'avez dit, Astrid, qui se reconstruit. Il y a des jeunes qui arrivent, qui montrent de belles choses. Donc voilà, alors d'ici 2 ans et demi, il y a cette équipe sera plus stable, voilà, sera plus costaud, et on connaît la qualité des Australiens, donc ils devraient faire du spectacle. Et à Saint-Étienne, voilà, Saint-Étienne qui est une vraie terre d'accueil, Saint-Étienne qui aime le sport aussi, et qui avait adoré accueillir la Coupe du Monde et les équipes en 2007. C'était quoi? C'était les Écossais. Voilà, il rêve de revoir les Écossais, parce que tellement ça avait matché entre les Stéphanois et le public écossais. Donc voilà, c'est sûr que l'harmonie et l'adhésion va se faire avec toutes les nations, et notamment les Australiens qui vont jouer à Saint-Étienne. Dans un stade de Geoffroy Guichard idéal, effectivement. Bien sûr, pour le les chaudron. Supporters, le chaudron. Juste à côté, à Lyon, l'Italie va jouer contre les Blacks, et l'Italie va jouer aussi contre la France. 4e et dernier match de poule. C'est un vrai 8e de finale. C'est un 8e de finale, effectivement, parce que quels que soient les résultats précédents, ce match-là sera celui qui va désigner le vainqueur de la poule A ou le second. Et donc c'est un match très important dans la suite de la compétition. Si on a une ambition d'être champion du monde en 2023, on se doit d'être le mieux placé à la sortie des poules pour éviter on va pas éviter les grosses équipes parce que elles sont toutes là, mais pour essayer de gérer au mieux ces 2 matchs supplémentaires que sont les quarts et les demi avant la finale. L'Italie qui sera donc à Lyon. L'Italie souvent confrontée au plus haut niveau dans le cadre du tournoi Destination, une équipe à prendre au sérieux et qui promet du beau spectacle à Lyon. Oui, une équipe, voilà, c'est un peu pareil que les Irlandais à Lille. Voilà, l'Italie est pas très loin de Lyon, c'est facile d'accès, donc ça va être facile pour les supporters et pour le public. Cette équipe d'Italie aussi qui montre de belles choses, mais qui arrive pas à être très très performant sur la durée. Mais en tout cas, nous on l'a vu là pendant ce début de tournoi, c'est une équipe qui propose du jeu avec des joueurs qui ont de l'ambition. Espérons qu'ils arrivent à monter leur niveau de jeu d'ici là. Et donc, le Stade de France, le 8 septembre 2023, le match d'ouverture, ce sera bien la France face à la Nouvelle-Zélande. Un match de rêve, vous en rêviez, Claude, et ce sera donc le cas, l'ouverture face aux All Blacks. Ouais, ça a fait l'objet de pas mal de débats depuis le tirage au sort. Et il y avait des considérations à la fois financières, à la fois sportives, et en matière d'image et de renommée de la compétition. La réponse, elle est simple. Comment passer à côté d'un match d'ouverture qui soit France? J'en ai mis les frissons quand je parle, là, aujourd'hui. Je pense que c'était impossible. Comment aujourd'hui ne pas imaginer que les 2 meilleures équipes de la poule A ne se rencontrent pas le jour de l'ouverture? Donc c'est fait. C'est un grand bonheur de l'avoir fait. On a un élément supplémentaire, c'est qu'on se retrouvera pas avant la finale. Si jamais on devait se retrouver en finale, donc c'est un élément important. Et je peux vous dire que je pense que du côté de la Nouvelle-Zélande, il y a quelques sourires qui vont se crisper quand ils vont savoir qu'ils vont jouer le match d'ouverture au Stade de France contre l'équipe de France. Sébastien, en 2007, vous aviez participé au quart de finale entre la France et les All Blacks. Mais à Cardiff. Là, ce sera encore plus beau parce que ce sera à Paris. Mais oui, ça va être incroyable, ça va être fou, ça va être dingue. Je crois que les joueurs déjà vont vivre un moment incroyable. Claude l'a dit. C'était déjà improbable que la Nouvelle-Zélande et la France tombent dans la même poule. C'est arrivé, il fallait faire de l'ouverture de cette compétition un grand moment, et faire cette confrontation était juste normal et logique. Donc ça va être fou pour les joueurs. Des Français, ça va être dingue. Les Blacks, comme Claude l'a dit, ils vont avoir le sourire un peu crispé, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces petits Frenchies. Et puis pour nous, supporters, ça va juste lancer la compétition de dingue, ça va être formidable. Un match de rêve, une affiche de légende, évidemment, ce France-Nouvelle-Zélande. Un nouvel appel. Décidément. Ça intéresse du monde. Ah, c'est Charles Olivon, le capitaine de l'équipe de France qui est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Merci pour votre appel. Vous étiez impatient de savoir quel allait être ce match d'ouverture. Le 8 septembre 2023 au Stade de France, ce sera donc votre équipe de France face aux All Blacks. C'est un rêve pour vous? Alors le match d'ouverture face aux All Blacks, je pense que si on aime ce sport, si on aime le rugby, c'est forcément un match de rêve. Déjà cette compétition-là, c'est une compétition à part.
Alors en plus pouvoir la débuter en France contre les All Blacks, qui est une équipe mythique, voilà, je pense que ça n'a pas d'égal. Charles, justement, qu'est-ce que ça change de disputer une Coupe du Monde à domicile en France? Alors de la jouer à domicile, je pense simplement que ça rajoute de l'émotion parce qu'on sera devant notre public, devant nos amis, notre famille, donc forcément ça rajoute beaucoup d'attentes autour de l'équipe et beaucoup d'émotions pour les joueurs comme les supporters. Alors la finale est le 28 octobre, j'imagine que cette date va être inscrite sur votre flèche du temps. L'objectif est clair pour le 15 de France, c'est être champion du monde à domicile en 2023. Mais c'est vrai que lorsqu'on s'engage dans une compétition, encore plus quand elle est à domicile, c'est pour la gagner, ça me paraît évident. Donc voilà, on va y aller étape par étape et on va essayer de se préparer au mieux pour ce très grand événement. Merci beaucoup Charles, on sera à fond derrière vous bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Allez, vous voyez le tableau des phases finales avant cette finale de la Coupe du Monde au Stade de France. Et il y a 2 matchs à Marseille pour ces phases finales, Claude. Oui, 2 quarts de finale. Les quarts de finale qui vont concerner les équipes qui vont se qualifier dans les poules C et D. Potentiellement, mais bon, ce n'est qu'un pronostic personnel, ça sera probablement l'Argentine, l'Angleterre, l'Australie, le Pays de Galles. Claude connaît les résultats déjà. C'est lui qui organise. Hein. Non, j'ai bien dit une opinion personnelle. Donc ça fera un week-end de quart de finale exceptionnel. Et à Paris, donc nous aurons les 2 autres quarts de finale pour les vainqueurs, les secondes de la poule A et B. Et potentiellement, ce serait France, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Écosse, Irlande. Voilà. Là, vous triez parmi les 5, il y en a une qui n'y sera pas. On connaît désormais le calendrier de la Coupe du Monde France 2023. On va pouvoir se projeter, c'est beaucoup plus concret maintenant. La prochaine étape, c'est la billetterie. Comment est-ce qu'on peut faire pour acheter des billets ? Alors, il y a 2 étapes possibles. La première, c'est de s'inscrire sur la famille 2023. Tout le monde peut s'inscrire, c'est libre. Et là, vous bénéficierez, en étant inscrit, d'une période privilégiée de vente dès le mois de mars. Sinon, l'ouverture au grand public se fera, elle, au mois d'avril. Merci beaucoup Claude Sébastien d'avoir été avec nous pour cette étape importante vers France 2023. Vous pouvez bien sûr avoir toutes les informations et continuer à suivre l'actualité de France 2023 sur tous les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye. Merci.